sommes désormais à moins d'un mois d'une échéance capitale pour la France et les Français, celle des élections européennes. Nos compatriotes, pour la plupart, ignorent tout de l'Union européenne. Certains d'entre eux, naïfs ou désinformés, s'imaginent qu'elle est la planche de salut qui surnage sur l'écume de nos difficultés quotidiennes. D'autres se désintéressent du scrutin, le jugeant lointain et sans intérêt réel. L'Europe, pourtant, est dans nos vies, non pas, comme le dit l'adage, pour le meilleur et pour le pire, mais simplement pour le pire. Depuis longtemps, nous sommes les seuls à le dire. Tous les partis français sont européistes, plus ou moins. Le Front National, lui, il est eurosceptique et nationaliste. Nicolas Sarkozy, notre battleur national, a quant à lui gagné incontestablement à ce propos la médaille d'or du bonimenteur à l'occasion de son discours récent, à l'occasion du discours électoral de Nîmes. Pendant la présidence française, a-t-il dit « J'ai changé l'Europe ». Mais grâce à lui, les Français ont cessé d'avoir le sentiment qu'elle se fait sans eux et parfois contre eux. Dommage que personne ne s'en soit aperçu. Il n'a pas craint non plus d'affirmer que c'est l'Europe qui peut apporter la réponse à la crise intellectuelle, morale et économique, alors que cette Europe est structurellement l'un des moteurs de cette crise. Il ne nous aura pas épargné son mensonge habituel sur l'adhésion de la Turquie, sujet sur lequel il fait application le contraire de ce qu'il dit. Et moi je le mets au défi, monsieur le président de la République, si, comme vous l'avez combiné, vous serez obligé de plier devant la majorité des pays européens qui détermineront l'entrée de la Turquie, est-ce que vous démissionnerez de votre mandat? Le camelot du traité de Lisbonne prétend que tous les pays, sauf l'Irlande et la République tchèque, ont ratifié le traité, alors que ni la Pologne, ni même l'Allemagne ne l'ont ratifié encore. Il ose dire que grâce au traité, l'Europe sera délivrée de la règle de l'unanimité, alors qu'il s'agit au contraire d'enchaîner les nations par la suppression de leur souveraineté. Il ne nous aura rien épargné, pas même la promesse d'une baisse des impôts. Face à tant d'impudence et de mensonges, les Français doivent se réveiller et saisir l'occasion des élections au Parlement européen pour signifier à Nicolas Sarkozy qu'ils ne sont plus dupes de toutes ces craques et qu'ils voient l'impasse dans laquelle nous conduit la funeste politique de l'Europe supranationale. Oui, tous les électeurs doivent suivre la voie tracée par les plus lucides que nous sommes. Les premiers, il y a 50 ans, nous avons été de ceux qui, là, vox crementis in deserto, essayant par tous les moyens de mettre nos compatriotes en garde contre les dérives de la construction européenne, en gestation dès les origines de celle-ci. J'avais lu pour ma part, avant même le vote pour le marché commun, j'avais lu les auteurs européistes, Jean Monnet, Koudenov, Kalergi, qui nous annonçaient qu'on allait aller vers la création des États-Unis d'Europe à travers une série d'étapes, une série de paliers économiques qui progressivement, et sans que l'opinion ne s'en rende compte, nous conduiraient à transformer totalement les structures politiques de nos États, à détruire les nations pour construire une éventuelle nation des États-Unis d'Europe qui faisait à ce moment-là leur admiration. De Koudenov-Kalergi, en particulier, j'avais compris que l'objectif était cette construction sur les cendres des nations et des États européens, comme si l'on pouvait dissoudre ou faire disparaître les structures porteuses de traditions et de cultures diverses, et qui en même temps étaient l'expression d'antagonisme historique très prégnant. C'était une chose de pouvoir rassembler les États dont la plupart
était à l'époque composé de cow-boys anglo-saxons et réunir ensemble des nations qui avaient des passés historiques plusieurs fois centenaires et pour certaines d'entre elles même millénaires. Le projet eurocratique s'inscrivait donc dès ses origines dans une logique supranationale, forme moderne des anciens empires multinationaux qui, d'Alexandre le Grand au Saint-Empire romain germanique et du royaume d'Autriche-Hongrie à l'Union soviétique, s'était affirmé en opposition complète avec la forme nationale de gouvernement. De Jean Monnet, j'avais retenu qu'il ne s'agissait pas seulement de construire un melting pot européen, mais d'avancer vers l'unification politique et économique de la planète tout entière. L'Union européenne, il faut le savoir, n'est donc qu'un marchepied vers l'État universel, vers l'État mondialiste. Le dernier demi-siècle l'a confirmé, l'idéologie européiste est en fait une idéologie mondialiste. Nous sommes donc fondés à attaquer l'euromondialisme, c'est-à-dire le projet politique de mise en place par État d'un gouvernement mondial par le dépérissement organisé et volontaire des structures nationales. L'euromondialisme est l'idéologie qui approuve et met en œuvre la disparition de nos frontières. C'est aussi le choix de la destruction des États constitués au profit de diverses instances supranationales. C'est cette orientation politique conjointe de la droite et de la gauche depuis 20 ans qui est la cause de la plupart de nos difficultés politiques, économiques et sociales d'aujourd'hui. Après la chute du communisme, en effet, au tournant des années 80, une nouvelle idéologie dominante a émergé selon laquelle, dans le monde de l'après-guerre froide, les frontières seraient dépassées en raison des progrès en matière de communication ou même nuisibles parce que fauteuses de guerre entre les peuples. Ce sont des universitaires américains, bientôt rejoints par les intellectuels européens, qui ont théorisé ce nouvel âge de l'humanité, le New Age. Selon eux, avec la fin du communisme, le genre humain serait sorti des antagonismes historiques et nationaux pour entrer dans une nouvelle ère, celle d'un monde réconcilié dans laquelle les peuples communieraient dans le commerce et la paix universelle. Conformément à cette vision idyllique, la mondialisation économique et technologique a été sanctifiée, décrite comme un nouvel âge d'or, comme un jardin d'Éden. À ce monde unifié, décrit avec emphase et constance par l'intelligentsia mondiale, correspondrait tout naturellement un gouvernement mondial chargé de la police des relations entre les peuples, comme en Irak, en Serbie, au Kosovo, voire en Somalie, en Afghanistan et pourquoi pas demain en Iran ou ailleurs. Cette direction mondiale est désormais assurée par l'État le plus puissant, et non, je ne sais par quelle communauté internationale ou démocratie mondiale dont rêvent les naïfs partisans de l'euromondialisme. Ce projet utopique de dépassement des nations ne peut que conduire la France, l'Europe et le monde à la catastrophe, puisque le nouvel ordre bénéficie avant tout aux puissants, préservant leurs intérêts fondamentaux au détriment des autres États, des autres peuples, des autres nations. Il n'empêche, en dépit des dangers qu'il recèle, des souffrances économiques et sociales qu'il occasionne, l'euromondialisme antinational prospère au sein de nos élites, au sein de la nomenclature française, au sein de l'oligarchie politique, économique, médiatique et universitaire qui dirige notre pays, se penchant à l'utopie. Cette tendance à vouloir dépasser ce qui existe pour construire sur une page blanche une nouvelle histoire de l'humanité est le propre de toutes les idéologies. Une fois de plus, il est